Oui. Eh bien, ce qui est bien à être peut-être parmi les derniers à vous interviewer à propos de Kolkhoz, en tout cas depuis sa parution, vous avez fait pas mal d'interviews et je ne les ai pas toutes lues, mais j'ai parcouru quelques-unes et j'ai vu qu'on a plusieurs fois soulevé la question qui est le protagoniste de ce roman? Votre mère, votre père, vous-même? Est-ce que c'est peut-être l'histoire du XXe siècle, tout ensemble? Alors, si vous permettez, je voulais ajouter ma petite thèse, hein. Je dirais que c'est Allez-y. je dirais que c'est la famille. Plus précisément, la famille comme, disons, comme une dynamique d'influence mutuelle qui sont inévitables. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, je suis tout à fait d'accord. Je pense que, au fond, si on cherche un genre, c'est ce qu'on appelle une saga familiale, en réalité. Ça raconte, ouais, l'histoire d'une famille sur 4 générations, avec des figures qui sont des figures dominantes, quoi. Et qui le sont aussi par rapport à moi, évidemment. C'est mes parents, c'est mon oncle, c'était, voilà. Mais oui, c'est l'histoire d'une famille. Mais cette histoire de famille a un côté, comment dire, chaleureux enfin, le côté positif, si vous voulez. Mais je pensais au titre, Kolkhoz, qui bien sûr vient de cette expression qu'employait votre mère ou votre famille lorsque vous restiez dormir dans sa chambre à elle. Et disons que ça, c'est le côté chaleureux, comme je disais. Mais en même temps, je me suis mis à réfléchir. Finalement, Kolkhoz, c'était une forme d'association obligatoire en Russie. Des gens obligés de vivre et de travailler ensemble. On ne pouvait pas y échapper. Donc, est-ce que ce côté, disons, forcé, sans issue, vous y songiez aussi à propos de... Évidemment, le kolkhoz, en dehors de cette espèce comment dire, d'usage privé et charmant, enfin, qui vraiment exprime une espèce le meilleur de ce que peut être la famille, une espèce de chaleur, de tendresse, quelque chose d'enfantin, tout ça. Oui, c'est aussi quelque chose qui se réfère à la grande histoire de l'Union soviétique, et c'est comme vous le dites, c'est une histoire tout de même très, très sombre, c'est une histoire qui est associée, enfin, à la contrainte, au mensonge, oui, les kolkhozes, c'était des grandes exploitations agricoles, en fait, où, où le, où les fermiers, les agriculteurs étaient pratiquement privés de toute liberté. Le résultat, pratiquement tout le fonctionnement de l'Union soviétique, c'est que ça fonctionnait très très mal et que le rendement de ces fermes collectives était très faible, puisque bon, au fond, c'est l'éternelle histoire du communisme là-dessus. À partir du moment où l'intérêt privé était, disparaissait, les gens travaillaient, travaillaient avec moins d'enthousiasme. Ils faisaient que, ouais, et c'était, oui, c'est très, plus que contraignant, c'était coercitif, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que ça s'applique aussi à cette question de rapports familiaux auxquels on ne peut pas échapper pour le pire ou pour le meilleur? Disons qu'il y a donc cette double dimension historique et intime. Oui, oui, je, oui, mais je sais pas très bien quoi y ajouter, en fait. En fait, ça a été une des vraies satisfactions d'écrire ce livre, le moment où le titre est arrivé. C'est quand même très, très important, un titre. C'est bien quand on en a un dès le début, parce que voilà, on sait où on fait. Et là, j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Enfin, pendant longtemps, j'en avais pas où j'avais des titres vraiment faiblards. Vous voyez, des trucs genre une histoire de famille, enfin, ou des trucs comme ça, qui étaient quand même pas bien terribles. Et puis, à un moment, tout à coup, en arrivant à la fin du livre et en racontant les derniers jours de ma mère, tout à coup, je me suis aperçu que ce titre-là avait une espèce d'évidence et ça m'a rendu très heureux, comme si c'était vraiment euh, c'était bien d'avoir ce titre. Je l'aime beaucoup. En En plus, fait, il a l'avantage d'exister. C'est comme yoga, ça existe dans toutes les langues. Il n'y a pas besoin de le traduire. oui, c'est vrai, même si yoga est quand même plus immédiatement Plus compréhensible universel, oui, pour tout le plus monde. universel.
c'est vrai. Mais à propos de ce qui est ou ne pas universel, je ne sais pas si vous le savez, mais Colcos est déjà un succès de vente en Argentine. Et on ne sait pas forcément, lorsqu'on publie un livre à l'étranger, pourquoi les livres qu'on écrit touchent un public dans tel ou tel pays, ou davantage ou moins dans tel ou tel pays. Et je me demandais si vous avez eu des lettres ou des échos quelconques de votre œuvre de la part des lecteurs, non seulement argentins, mais sud-américains. Et si c'est le cas, est-ce qu'ils sont différents, ces réactions de la part des lecteurs, de celles de vos lecteurs français, par exemple? Eh bien, écoutez, du côté de l'Amérique latine, non, je n'ai pas encore reçu quelques réactions de ce soir. Un petit peu de lecteurs espagnols, qui étaient, pour dire la vérité, ils étaient dans l'ensemble assez proches des réactions des lecteurs français. J'ai pas ressenti quelque chose de spécifique, quoi. Je regrette, c'est peut-être un peu décevant de dire ça, mais et, euh, et là, vous voyez, je suis en Italie, le livre va paraître dans quelques semaines, et donc il est déjà un peu accueilli, tout ça. Euh, Peut-être qu'en Italie, le côté familial, disons, l'emporte plus comme curiosité sur le côté historique. Oui, ben, Mais enfin, déjà, rien que le fait qu'en Amérique du Sud, en Argentine en tout cas, vous soyez largement plus connu que votre mère, qui, je le dis avec le plus grand respect, mais elle est une parfaite inconnue ici. Donc, forcément, ça va conditionner la lecture. Mais puisque je me mets à parler des personnages, je disais que ça, sans compter vos arrière-grands-parents, on peut dire que l'histoire de Kolkhoz commence avec votre grand-père géorgien, hein, c'est Georges Suravishvili. Est-ce que je prononce trop mal? oui, ouais, non, non, c'est tout à fait ça. Alors, mais celui-là est un personnage vraiment fascinant parce que vous le peignez comme. Bon, déjà, vous le peignez comme un personnage assez proche de l'homme du sous-sol de Dostoïevski, hein, et d'ailleurs, dans un roman russe, vous le rapprochiez explicitement de ce personnage. Et donc, ce mélange d'orgueil, d'amertume, de susceptibilité maladive, et cette conviction aussi d'être quelqu'un d'exceptionnel, à qui Et qui n'est pas reconnu, qui est dans pas le. Oui, reconnu. oui, non, mais c'est sûr, moi, enfin, disons, ce rapprochement est vraiment appuyé sur quelque chose. Ce sont les lettres de mon grand-père que m'a fait donner à lire mon oncle, et c'est vraiment exactement le ton des écrits du sol, c'est-à-dire il y a cette espèce de ressassement de tout ce que vous dites, hein, d'amertume, de paranoïa, clairement, non, je dirais que quand j'avais écrit un roman russe, ça m'avait déjà frappé. Ça m'a encore plus. Parce que c'est toujours un petit problème quand on revient sur quelque chose qu'on a déjà raconté. Donc, notamment sur cette figure du grand-père, je ne pouvais pas me dire, ah ben j'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas en reparler. Il avait trop d'importance. Donc j'ai voulu en parler en m'y prenant pas exactement de la même façon. Euh, je dirais que la perception que j'ai de lui en termes pratiquement pathologiques s'est enrichie du diagnostic de troubles bipolaires qui m'a été appliqué à moi-même. Et là c'était une chose, enfin, je n'avais aucune connaissance de ce diagnostic-là, de tout, mais ça colle incroyablement à ce malheureux grand-père qui vraiment alterne des espèces de phases d'exaltation ou en tout cas de surchauffe comme ça, et puis des moments de découragement qui vont jusqu'à la dépression. Je pense que c'est un homme très, très, très malheureux et euh, j'ai du mal aussi à le trouver très sympathique, mais clairement, ma mère l'a énormément aimé, quoi, et une grande partie de sa vie et de son destin ont été liés à son destin à lui, qui a été un destin tragique. Et au fond, elle a construit toute sa vie et son extraordinaire réussite sociale, son extraordinaire intégration à la société française, euh,
je dirais, goûter à l'espèce de condition de paria qui a été celle de son père. Oui, je vais y revenir tout à l'heure, mais je voulais quand même vous poser cette autre question parce que effectivement, dans le livre, vous reconnaissez explicitement dans le caractère de Georges, mais vous avez quand même eu un tout autre destin. Et donc, qu'est-ce qui a fait la différence? Bah, bien sûr, enfin, il faut dire une chose, c'est que mon grand-père a été pris dans une tourmente historique qui m'a été totalement épargnée, si vous voulez. Moi, j'ai grandi comme un jeune bourgeois français dans un monde paisible, disons, livré tout au plus à mes névroses, mais absolument pas, comment dire, affecté par le cours de l'histoire. Mon grand-père, oui, il a été quand même pris dans cette tourmente. Maintenant, ensuite, il y a effectivement de l'équation purement personnelle et psychologique, puisque il avait deux frères qui ont subi exactement les mêmes épreuves que lui, et qui tous les deux ont absolument fait leur chemin en France, se sont parfaitement intégrés à la société française, ont fait des études d'ingénieurs, ont travaillé dans des, enfin, voilà, pour eux, les choses se sont bien passées, et pas parce qu'ils ont eu de la chance, mais parce qu'ils ont eu ils se sont voilà, battus comme l'ont fait pas mal d'émigrés. Alors, pardon, hein, je parle un peu dans tous les sens, mais d'une façon Après. générale, cette immigration russe, euh, elle s'en est bien tirée. Je veux dire, c'est des gens qui sont arrivés très pauvres, voilà, dépouillés de tout. Mais bien sûr, il y a eu des exceptions, comme mon grand-père. Mais dans l'ensemble, il faut bien dire que c'était des gens éduqués, des gens qui avaient. Donc, et la plupart d'entre eux, ce sont, comme mes oncles, comme mes grands-oncles, ils se sont très bien intégrés à la société française. Tout en gardant pour beaucoup d'entre eux un lien affectif étroit avec la communauté russe ou la communauté géorgienne. Disons, ils étaient très liés au monde de l'immigration. Ils allaient à l'église russe ou à l'église géorgienne, tout ça. Mais en même temps, c'était d'ailleurs tout comme ma mère ou comme sa cousine Salomé du côté géorgien, c'était vraiment des gens qui sont voilà, parfaitement intégrés en France et dans leur cas, toutes les deux, qui sont vraiment des produits exemplaires de la méritocratie républicaine. Mais voilà, mon grand-père, c'était un mouton noir, quoi, vraiment. Oui, car cette méritocratie dont vous parlez ne lui a pas empêché de finir dans l'amertume. Mais là, vous écrivez aussi quelque chose qui donne peut-être aussi une piste. Vous dites, j'ai pu me servir de ce mal, le mal de Georges, comme d'un instrument de connaissance. Est-ce que vous pourriez développer un peu cette idée? Parce que Bah, c'était… alors, je pense que mon grand-père était un homme très intelligent, un esprit très brillant, euh, mais qui, en dehors des circonstances extérieures de la vie, je pense qu'il n'avait pas cette chance d'avoir un talent créatif qui permet, malgré tout, de transmuer ce type d'épreuve, d'arriver à en faire quelque chose. Je pense qu'il l'a subi sans parvenir à, malgré tout, en tirer parti. Euh, je, Moi, j'ai tendance à penser qu'on n'est pas spécialement sur Terre pour être heureux, mais pour, mais pour comprendre un peu mieux ce qui vous arrive, quoi. Et, euh, et le fait de faire un travail comme d'écrire, ou que ce soit écrire de la fiction, de la philosophie, des choses comme ça permet, ça permet tout de même, si on n'y laisse pas sa peau, de tirer parti de ces épreuves. L'idée qu'au fond, quand on écrit, tout sert, y compris les malheurs. Enfin, j'y crois beaucoup parce que c'est une évidence, tout simplement. Oui, on pourrait dire que l'écriture n'empêche pas votre malheur, mais au moins elle lui donne un sens. Vous me faites penser un petit peu à quelque chose que disait Sartre sur le personnage de Mathieu dans Le Chemin de la Liberté. C'est un roman qui est bien moins bon que le vôtre, mais il disait que si
Si son protagoniste, Mathieu, était capable d'écrire, hein, il serait sauvé, mais seulement voilà, il ne peut pas. Donc, Ben oui, ouais, oui. Alors là, c'est vraiment. Je pense que enfin, ce que dit Sartre de son Mathieu, je pense s'applique tout à fait à mon grand-père, qui était quelqu'un qui, s'il avait écrit autre chose que des lettres de ressassement ou de spéculation philosophique, mais qui tournait complètement en rond, si vous voulez, dont il n'a jamais essayé auquel il n'a jamais essayé de donner une forme véritable, bah, son sort n'aurait certainement pas été le même. Enfin, ça ne l'aurait peut-être pas empêché d'aller du côté de la collaboration, ça c'est possible. Il y a eu dans la collaboration des gens qui écrivaient, et pour certains avec talent, mais, euh, mais malgré tout, je pense que son rapport au monde aurait été différent. parlons un petit peu, si vous voulez bien, de votre père. Parce qu'à sa manière silencieuse, disons discrète, il devient quand même dans votre roman un personnage inoubliable. Hein. Et quand même, je ne suis pas le premier à remarquer que dans plusieurs de vos romans, depuis La Moustache jusqu'à l'adversaire, je ne sais pas, on retrouve à plusieurs reprises cette figure d'un homme qui est ignoré par tous, presque en fantôme, hein, et qui pourtant reste là jusqu'au bout et est essentiel à l'histoire. Et je me demande quelle a été l'influence, non pas seulement de votre père en tant que tel, mais de cette figure, de ce personnage qui joue ce genre de rôle dans votre œuvre. Alors, je n'ai jamais pensé à un personnage de fiction ou à un personnage un peu archétypal ou quelque chose comme ça. J'ai simplement pensé à mon père, en réalité. Et ça a été pour moi la surprise heureuse de ce livre. C'est-à-dire que clairement, il partait comme un livre sur ma mère, qui était une figure qui est très imposante, même si en dehors si elle n'est pas, si elle n'a pas du tout la notoriété qu'elle avait en France ailleurs. Mais de toute manière, son caractère avait quelque chose de oui, enfin, d'impressionnant, à certains égards d'admirable. En tout cas, elle prenait beaucoup de place, quoi. Et donc, au fond, faire le portrait de ma mère, c'était le portrait de quelqu'un qui avait beaucoup de relief, à l'égard de qui j'avais à la fois de, une profonde, non, pas de l'affection, de l'amour, et en même temps des griefs, de la rancune. Maintenant, une partie de la rancune avait tout de même été évacuée dans un roman russe. Donc, si vous voulez, c'est comme si les comptes avaient été pas mal soldés. Donc, j'ai l'impression que même les choses un peu dures que je dis sur elle, notamment sur sa mauvaise foi, tout ça, j'ai l'impression qu'elles sont dites assez affectueusement. Mais en tout cas, mon père, je ne savais pas quoi en dire. Je me demandais vraiment quelle place il allait prendre dans ce livre. Et c'est venu au fur et à mesure, enfin disons à partir de la deuxième moitié du livre, petit à petit, ben, il a conquis sa place lui-même, quoi. C'était d'une certaine façon. Avec tout de même quelque chose, alors dès le début du livre, c'est qu'au fond, une des choses qui ont fait que ce livre a commencé, ce sont les documents, les dossiers de recherche généalogique de mon père. C'est comme s'il y avait quelque chose qu'il m'avait légué en me disant, ben, fais-en ce que tu veux, mais il y a quelque chose que je te laisse là. Et au fond, si le livre a pris cette dimension, au fond déjà, s'il porte sur 4 générations et pas sur 2 ou 3, c'est du fait de mon père. C'est lui qui a fait tout ce travail, toutes ces recherches. C'est lui qui, au fond, a aimé ces gens, cette espèce d'aristocratie déchue, tout ça, qu'il a passionnément aimé et d'un amour que je trouve beau, même s'il y avait dedans une part de snobisme. Mais c'est un snobisme noble qui s'adressait au fond à un monde déchu où ce qui était admirable, c'était la pauvreté, c'était la façon dont elle de s'accommoder de la pauvreté, tout ça. Et puis petit à petit, voilà, mon père a pris cette place. Et au fond, une fois que j'ai terminé le récit de la mort de ma mère, j'étais bien conscient que le livre ne pouvait pas s'arrêter là. Et je suis parti faire l'espèce de tout petit voyage qui est raconté à la fin du livre en me disant, il faut que je trouve la fin là. Et c'était 2 jours en réalité. Je suis allé 2 jours me balader dans ces petites, ces petits coins des Pyrénées
qui est mignon sans être grandiose, hein, et, euh, et j'ai beaucoup aimé trouver cette fin, en réalité. C'est parce que c'est marrant, je me suis rendu compte que le livre commençait sur enfin, la cérémonie officielle à la mémoire de ma mère, où donc il y a la garde républicaine, les tambours, les discours officiels, Macron, tout ça. Et puis ça se termine sur cet homme qui marche tout seul dans une forêt des Pyrénées et qui sort dans la lumière d'une clairière. Et au fond, moi, j'étais tellement heureux de l'amener là et de le laisser dans la lumière de cette clairière. Ça a été pour moi presque la grande joie de ce livre, quoi. C'est un C'est livre qui m'a vrai, donné beaucoup de joie. c'est tout à fait vrai. Cette fin est très émouvante, justement parce qu'elle est en quelque sorte modeste par contraste avec la pompe du début. Et c'est aussi un peu aussi le contraste entre votre père et votre mère. Ce Bien père sûr, bien sûr. qui lui aussi est un peu historien, mais historien de petites choses, de petits détails. Et voilà. Et vous dites Alors, quelque part même. il y a une Oui, chose qui m'amuse d'avoir, que je m'en suis rendu compte en le faisant, que ça m'a amusé de noter, c'est qu'au fond, ma mère était une historienne réputée, mon père n'était pas historien, il faisait de l'érudition en amateur. Mais au fond, je me suis rendu compte à un moment que vous voyez les espèces de grandes synthèses un peu péremptoires que faisait ma mère, c'est une forme d'histoire assez démodée, alors que l'histoire, l'espèce de micro-histoire anecdotique, les espèces de discussions avec des curés de campagne, des choses comme ça, au fond, c'est une histoire plus moderne, c'est l'histoire de l'école des annales, c'était l'histoire que faisaient des gens comme Georges Duby ou des trucs comme ça. Et finalement, me dire que dans son coin, mon père faisait peut-être œuvre d'historien de façon, ce qu'il n'aurait jamais imaginé, ni elle évidemment, mais qu'il y avait quelque chose de plus moderne dans sa façon de faire, la modernité n'étant absolument pas une valeur pour mon père. Hein, donc une modernité involontaire. Mais tout à fait c'est involontaire. Hein, maintenant, en vous écoutant, que je me rends compte que cette manière de faire de l'histoire, qui était celle de votre père, l'histoire des minuties, c'est aussi un peu celle de Tolstoï dans Guerre et paix. Parce que Tolstoï, dans ce roman, rejette en quelque sorte le grand schéma de l'histoire, à la Hegel ou plus tard c'est vrai, Spengler, et il fait de l'histoire avec les minuscules histoires de chacun de ce personnage. Et il c'est semble dire, vrai. voilà, la vraie histoire, c'est ça. C'est Donc, vrai, c'est vrai. Enfin, il fait un peu les deux quand même, parce qu'il y a quand même tous les espèces de longs passages, à vrai dire, assez fastidieux de philosophie de l'histoire dans Guéret. oui, les passages qu'on saute en espérant que ce n'est pas Mais important. vous savez que Tolstoï lui-même a fait une version abrégée de Guéret, dans Ah lequel non, c'est il a... vrai? Si, ça existe. Il y a une version qui a presque un tiers de moins, et c'est Tolstoï qui l'a faite. C'est- On a dû beaucoup lui dire, écoutez, c'est un peu emmerdant quand même vos histoires. Il a sabré là-dedans. Donc, il a fait une édition de la Bible où il a découpé, il a éliminé les miracles parce qu'il Mhm. n'en voulait pas, et une version de Guerre et paix sans les théories de Ouais, l'histoire. ouais, ouais, ouais. C'est Il tout avait un aveu, tendance hein. à. Oui, 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 oui. Il prenait ce qu'il Euh, voulait, Tolstoï. Laissez-moi vous citer encore une phrase du livre à propos de votre père, une phrase qui m'a beaucoup frappé. Vous dites: je suis prêt à toutes les cruautés pour ne pas suivre mon père dans l'enfer de l'abandon. Et c'est fort parce qu'on le comprend dans le contexte du livre, mais je crois que ça appelle aussi la question. On paye un prix, n'est-ce pas, pour ces cruautés qui sont peut-être inévitables, mais disons que ce n'est pas gratis Non, mais c'est vrai que au fond, cet épisode central et très douloureux de la vie conjugale de mes parents, disons, j'y ai été, je l'ai vécu, enfin, j'en ai été à la fois le témoin et vers, quand j'avais, je sais pas, 11 12 ans, quelque chose comme ça. Et voilà, chacun a ses épreuves, hein, mais celle-là a été très, très déterminante pour moi. Il y a une espèce de... Bon, je pense le résumer assez justement en disant qu'il y a à la fois cette espèce de, de, de regard de ma mère qui se détourne et cette espèce de détresse de mon père à laquelle je ne veux absolument pas m'identifier, et que ça a sans doute construit une,
comment dire, quelque chose, une sensibilité amoureuse, une façon de se placer dans le rapport amoureux qui n'est pas, qui est à la fois très inquiète, très, très, qui tourne pas très rond, quoi. J'aurais aimé que j'aimerais être quelqu'un de plus équilibré sur ce terrain-là. Difficile. Je le rappelle pour ceux qui vont nous écouter, qui n'auront pas encore lu le livre, c'est un peu l'histoire d'amour malheureuse entre votre père et votre mère. Elle a un amant, elle songe à quitter lui pour lui. Alors lui menace de se suicider. Hélène accepte de rester, mais bon, votre père est désormais relégué à la chambre du fond, disons. Et à ce Oui, moment-là, elle le lui a fait payer toute sa vie jusqu'à sa mort, hein, elle lui a fait payer le fait de la forcer à rester auprès de lui. Oui, 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 je pense, oui. Et lui, il a Oui. accepté. Il n'avait pas trop le choix. Lui, il a aimé de façon absolument inconditionnelle, en payant le prix le plus élevé. Euh, et je pense à la fois que ça a été un homme assez malheureux et qu'il n'aurait pas échangé sa place contre une autre. Donc, c'est, en tout cas, j'étais vraiment content de la lui donner cette place, en fait. Oui, parce que quand même, souffrir sans le vouloir ou parce qu'on s'est trompé, c'est une chose. Ça peut être pathétique, au pire sens du terme, mais souffrir en toute conscience et sachant que on choisit quand même cette voie, quand même, à quelque chose d'héroïque. Oui, je ne sais pas si héroïque est le mot, mais en tout cas, c'est quelque chose enfin, euh, c'est quelque chose qui fait de cette vie, somme toute, très muette et secrète, un destin. D'accord. Ma mère a été le destin de mon père. Mais à ce moment-là, au moment où votre mère décide de rester et lui aussi, il y a des transformations. Je trouve ça très intéressant. Il y a deux transformations, si je peux me permettre, parce que Hélène devient pour la première fois quelqu'un de dur, de froid. En tout cas, c'est l'apparence qu'elle a en ce moment-là. Tandis que lui devient, ce sont vos mots, un bloc de souffrance et d'effroi. Et est-ce que vous Alors, pourriez je me dirais pas dire qu'il a davantage été. sur ces transformations-là? Alors, que ma mère se soit durcie, ça c'est certain. Bon, par ailleurs, dire que mon père est devenu un bloc de souffrance et d'effroi, c'est quelque chose qui s'est passé à un moment. Ça n'a pas été toute la suite de sa vie. Disons que la suite de sa vie a été tout de même celle d'un homme un peu rebuté, quoi. Serait très, très maltraité par la femme qu'il aimait. Mais je sais, il y a aussi que la spectaculaire réussite intellectuelle et sociale de ma mère a suivi cette espèce de renoncement à la vie amoureuse. Je ne sais pas, peut-être qu'elle a eu d'autres histoires plus tard, mais clairement, ça n'a pas pris de place dans sa vie. Euh, et C'est très intéressant. Vous voulez dire en quelque sorte que le fait de renoncer à l'amour l'a poussé à réussir de manière éclatante dans sa vie professionnelle? Vous connaissez la phrase de Chateaubriand qui dit que la gloire est le deuil éclatant du bonheur. Elle s'applique Donc assez oui. bien là. Mais à propos des parents, du passé, de leur influence, vous parlez à plusieurs reprises et pas toujours gentiment de la psychanalyse de Freud. Et vous dites à un moment que que la plus profonde intuition de Freud est que ce qui s'est joué dans nos relations enfantines avec nos parents, nous passons notre vie à le rejouer. Vous dites avec des objets ultérieurs d'attachement. Oui, Bon, oui. c'est et effectivement, c'est ce qu'a retenu de la psychanalyse freudienne une théorie plus moderne, si vous voulez, qui est la théorie de l'attachement.
Et Oui. je vous en parle parce qu'il y a une idée inquiétante qui en découle. C'est que lorsqu'on tombe amoureux, c'est Mhm. parce qu'on reconnaît quelque chose de familier chez l'autre. Et ce n'est pas forcément quelque chose de bon. C'est-à-dire qu'il arrive qu'on Tout à tombe fait d'accord. amoureux de la Je suis tout manière à fait dont d'accord. l'autre nous fait souffrir, parce que cette Mais souffrance oui, rappelle quelque chose de notre bien enfance. sûr, on tombe amoureux pour reproduire aussi un nœud névrotique, enfin un truc comme ça. Ça me paraît absolument certain. Et je pense d'ailleurs, enfin sans vouloir m'étendre là-dessus, en avoir souvent fait l'expérience. Mais ça, sans vous poser des questions trop personnelles, qu'est-ce que en tant qu'écrivain alors, qu'est-ce que vous faites de tout le romantisme, de l'idée même de passion amoureuse? Est-ce qu'il faut s'en méfier carrément? Je sais pas, c'est pas incompatible. Enfin, euh, c'est comme si vous me dites, est-ce qu'il faut se méfier de la vie parce qu'on va mourir? Je- D'accord, mais Non, mais voilà, c'est comme ça, le fait que nos attachements, nos passions romantiques, y compris enfin, les plus ferventes, puissent avoir des espèces de soubassements inconscients, douloureux, irrésolus, tout ça. Oui, c'est vrai, ça me paraît indiscutable. Ça n'empêche pas que l'amour existe, tout simplement. Qu'il existe, qu'il puisse être véritable, qu'il puisse n'être pas seulement là, un fourvoiement, mais peut-être qu'il y a des gens chez qui cette dimension de fourvoiement, bah, ça s'appelle la névrose, hein, tout simplement. C'est tout. C'est les gens chez qui c'est mal vissé, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? alors, mais d'accord, mais pour parler un petit peu plus de l'histoire entre vos parents, qu'est-ce que je me demandais en vous lisant, qu'est-ce qu'elle lui aimait chez Hélène? Je dirais une certaine idée romantique de la noblesse russe en exil, peut-être, d'autres choses qui n'étaient peut-être pas si conscientes. Et puis, elle, de son côté, elle semble, corrigez-moi s'il le faut, mais elle semble avoir aimé chez lui euh, la France elle-même, l'idée La de France, oui, racine. je pense, comment dire que en vous écoutant, je pense que bien sûr, chacun aimant quelqu'un aime quelque chose qui est la personne individuelle. Mais au-delà de la personne individuelle, pour chacun, je pense qu'il y a eu une espèce de dimension, une espèce de grand rêve comme ça, qui était pour ma mère la France, l'intégration à la France, à aussi à cette France qui était la France provinciale, la vraie France d'une certaine façon. Euh, Ceci allant jusqu'à jusqu'au fait que tout en s'en moquant un peu, elle avait absolument adopté et illustré ces particules un peu bidons, quoi, qui étaient ce Dancos, qui était quand même une fiction. Et du côté de mon père, je pense qu'il a profondément aimé ma mère aussi, parce que je pense elle était assez irrésistible, enfin, qu'elle avait de. Mais, euh, mais aussi parce que c'était ce monde de l'aristocratie russe déchue, cette espèce de grand rêve un peu chimérique qu'il a habité toute sa vie et qui rend d'ailleurs tellement émouvant cet ensemble de travaux généalogiques dans lesquels j'ai plongé après sa mort. Pour reprendre un petit peu aussi, c'est la question des liens, des ponts entre ce roman et un roman russe. Il est question encore une fois dans Kolkhoz de Kotelnitch, ce village Ouais, dont ouais. vous écrivez que c'est l'endroit où l'on va pour disparaître. C'est intéressant cela. Est-ce que vous pourrez m'expliquer? Bah, c'est un peu lié à l'histoire qui m'avait conduit dans ce côté Nietzsche, puisque si vous vous en souvenez peut-être, en fait, j'étais allé faire un reportage qui n'était même pas mon initiative, qu'on m'avait commandé sur un malheureux soldat hongrois qu'on avait retrouvé en 2000, alors qu'il avait été porté disparu après la guerre. Donc voilà, il avait été porté disparu quoi en 45 ou 46. Et le type s'était retrouvé dans cette petite ville de Kotelnitch et interné dans un hôpital psychiatrique où il était resté au fond pendant 55 ans. Euh,
un peu comme il parlait pas russe, il parlait le hongrois que personne ne connaissait. À la fin, quand on l'a retrouvé, c'était quelqu'un qui était devenu, enfin, qui marmonnait une langue incompréhensible, tout ça. Et donc, au fond, cet homme qu'on croyait mort, on l'a retrouvé là. Et donc, évidemment, cette histoire, je m'en étais même pas rendu compte sur le moment, alors qu'évidemment, ça saute aux yeux. Cette histoire faisait écho à celle de mon grand-père, qui a lui aussi disparu en 1944, qu'on a déclaré mort vers 45-46, et au fond, je pense, ça a été le fantasme de ma mère pendant très 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 longtemps, qu'un jour, il reparaisse. Elle m'a dit quand même quelques années avant sa mort, tu sais, il m'arrive encore de rêver du retour de mon père, alors que là clairement, pour des raisons simplement d'âge, ça n'était plus imaginable, quoi. C'était, même s'il était très âgé. Et moi-même, dans des moments, comment dire, un peu, dans des moments très de perte, de tout, j'ai vraiment eu l'impression d'aller à côté de Nietzsche pour y disparaître moi-même. C'était vraiment devenu pour moi le lieu de la disparition, oui. D'accord. Donc le lieu où on disparaît, mais aussi où on devient en quelque sorte immortel parce que du moment qu'il n'y a pas ce qu'on appelle en anglais closure, il n'y a pas de clôture de l'histoire, on, Oui, on, on pourrait en principe revenir à n'importe quel moment. Je vois. Euh, En parlant un peu, si vous voulez, de la Russie, qui tient aussi une si grande place dans le roman, il y a un analyste politique russe dont je vous avoue que le nom m'échappe maintenant, mais peu importe. Il écrivait quelque chose de frappant. Il dit que la culture politique russe penche naturellement, en quelque sorte, vers l'autoritarisme, parce que c'est un pays qui a été construit sur un territoire tellement vaste ouais. et hostile qu'il ne pouvait se maintenir sans un État omniprésent et une autorité incontestable. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord, ça me paraît raisonnable, hein. Maintenant, les États-Unis, c'est très grand aussi, hein, quand même. Et je vous dis pas que c'est un modèle, mais enfin, malgré tout, non, ce qui est quand même troublant dans l'histoire de la Russie et de l'Union soviétique, c'est que quelles que soient les différences entre les deux, c'est tout de même un endroit qui n'a jamais connu la liberté, jamais reconnu qu'il y a rien qui ressemble à la liberté, qui est où il y a toujours une espèce de, de coercition, de peur du pouvoir. Le seul moment qu'on peut assimiler à de la démocratie, ça a été les années 90 au temps d'Eltsine, et, euh, et le résultat, c'est que le mot même de démocratie est connoté de façon totalement négative, comme une espèce d'équivalent de pauvreté, gangstérisme, tout ça. Donc, Humiliation oui, sur oui, le oui. plan Donc, il y a tout de même international. quelque chose qui, qui rend pas très Mais désirable la condition russe, hein, quelle que soit la splendeur de sa littérature, oui. bien sûr, mais en plus des démocrates et des libéraux russes, ils ont toujours existé, mais ils ont toujours été une minuscule, 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 des minuscule. groupes Bah, minuscules. c'était ce qu'on appelait, pardon, Oui. Non, non, allez-y. bah, si vous voulez, c'est quelque chose qui court dans toute l'histoire russe, cette espèce de, de conflit entre ce qu'on appelle les slavophiles et les occidentalistes. Les occidentalistes, c'est ceux qui au fond ont rêvé d'une Russie tournée vers l'Europe, vers les Lumières. C'était Catherine II, c'était Pierre le Grand d'une certaine façon, euh, et en tout cas qui voulait arracher la Russie à son espèce d'arriération asiatique, comme on disait, et les slavophiles, c'est ceux qui, au contraire, trouvent que cette espèce d'arriération asiatique, c'est l'identité de la Russie, c'est la mission de la Russie, c'est l'orthodoxie, plus tu souffres, plus tu es russe, mieux c'est. Euh, et il est vrai que les occidentalistes ont toujours été très, très, très minoritaires. Puis ça n'a existé que dans des cercles intellectuels. Bon, c'était Tourgueniev qui était le meilleur ami de Flaubert,
mais ça ne fait pas grand-chose, hein. Alors, ma mère, au fond, misait beaucoup sur l'occidentalisme de la Russie. Elle essayait de se persuader, d'une façon que je trouve noble, hein, au fond, que la fin de l'Union soviétique ferait basculer la Russie, en gros, du bon côté, quoi, du côté de l'Europe. Et elle se considérait, elle, comme une espèce d'ambassadrice des deux côtés, quoi, quelqu'un qui fait mieux connaître les Russes aux Français et les Français aux Russes. Elle a fait ça avec beaucoup de bonne foi, hein. À mon avis, ça l'a poussé à quand même trop d'indulgence pour le pouvoir et surtout, et bon, et pour Poutine, quoi, à la fin. Mais, euh, mais au fond, ça venait de cette espèce de rêve occidentaliste, quoi. Mais en plus de l'autoritarisme, du manque de démocratie, il y a une autre constante, il me semble, dans l'histoire de la Russie, qui est, je ne veux pas dire le mensonge à proprement parler, mais disons la réécriture de l'histoire, hein. Et là, il y a dans votre livre, votre oncle Nicolas qui dit, qui met cela en rapport avec votre mère. Je vous cite, Hélène n'est pas seulement une historienne de l'Union soviétique, c'est une historienne soviétique. Donc, C'est bien une sûr, phrase cruelle, mais cruelle et drôle, mais où il y a du vrai, oui. mais c'est bien sûr, au long du livre, votre mère apparaît comme un personnage très nuancé, qui n'est ni ange ni monstre, mais c'est vrai que vous racontez comment elle ment souvent, elle cache des choses, et surtout elle réécrit son histoire et celle des autres. Mais, par exemple, elle efface à un moment son père, elle efface Georges. Oui, oui, oui. Son amitié, sa propre amitié avec des écrivains collaborateurs comme Maurice Oui, oui, oui. Bardèche. Mm. Et, et puis vous écrivez avec une certaine tristesse, je dirais que ce n'est pas, c'est quand même pas le même rapport au monde d'avoir eu comme ami de la famille Romain Gary ou Maurice Bardèche. Oui, c'est vrai, Hein. c'est vrai. Mais cela dit, Et pour reprendre un peu plus haut ce que vous disiez, c'est tout de même un choix curieux de la part de ma mère, qui était donc fille d'émigrés russes, évidemment hostile à à la révolution russe, tout ça, de devenir une spécialiste de l'Union soviétique. C'est un drôle de choix. Elle aurait pu devenir autre chose. Elle aurait pu. Alors, bien sûr que elle était aidée pour cela par le fait d'être bilingue, de parler parfaitement le russe, mais étudier le système communiste, c'était curieux. Alors, en plus, elle l'a fait, elle s'y est engagée à un moment où, somme toute, l'intelligentsia française était pour beaucoup composée de compagnons de route, qui étaient tout de même on était quand même presque au temps où Sartre disait un anticommuniste est un chien. Alors, ma mère, je dirais, n'exprimait pas son anticommunisme de façon très spectaculaire, parce que elle n'était pas connue, c'était une jeune universitaire, elle faisait des travaux très spécialisés, assez ennuyeux, dont elle a su à un moment, enfin, elle a été aidée par une très bonne éditrice, tout à coup faire quelque chose qui a touché le public, mais vraiment, bon, elle travaillait sur les rapports entre l'islam et le communisme dans les pays, dans les républiques d'Asie centrale. C'était un peu technique, quoi, comme type de sujet. Mais c'est un choix assez paradoxal. Et au fond, euh, elle est, euh, elle est passée tout naturellement de spécialiste de l'Union soviétique à spécialiste de la Russie. Et au fond, elle a donc tout misé sur la Russie post-communiste. d'accord. Mais est-ce que vous pensez qu'il y avait chez votre mère, en même temps que ce rejet de l'Union soviétique en tant que système, une certaine fascination, peut-être Oui, justement par fascination, cette oui. manière de construire du pouvoir à partir de la réécriture de l'histoire. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que ma mère, je veux dire, ce que disait mon oncle était vrai dans sa cruauté. Elle était, elle avait un certain goût de réécrire les choses à sa guise, tout ça. En même temps,
sur la dimension de mensonge radical, qui est vraiment, à mon avis, le centre de l'expérience soviétique, qui consiste à vous... Au fond, il y a la phrase que j'adore citer, que je trouve extraordinaire, de Piatakov, ce compagnon de Lénine, qui disait, si le parti vous dit que le blanc est noir et que le noir est blanc, il faut le croire. Et il n'y a pas, à mon avis, la moindre nuance d'ironie là-dedans. Donc, cette espèce de façon de considérer que la délation, c'est la camaraderie, que la misère, c'est la prospérité, tout ça, ma mère en était très consciente et elle l'analysait bien, au point que c'est elle qui, quand j'ai écrit ce petit livre, ce petit essai sur l'Uchronie, c'est-à-dire donc sur la réécriture de l'histoire, sur les fictions, sur les histoires parallèles, sur ce qu'on n'appelait pas encore les faits alternatifs, au fond, c'est elle qui m'a fait prendre conscience du fait que ça n'était pas uniquement des fictions amusantes, mais que c'était le moteur des systèmes totalitaires. Et c'est elle qui avait trouvé ce titre que je trouvais amusant du détroit de Bering, qui faisait, vous savez, qui était la façon dont quand Beria, donc le patron du NKVD, a été arrêté et exécuté après la mort de Staline, les membres enfin les gens, les membres du parti qui recevaient la grande encyclopédie soviétique ont été sommés de faire disparaître, de découper la page pleine louangeuse sur Beria, cet ardent ami du prolétariat, et de la remplacer, pour des raisons purement alphabétiques, par une page sur le détroit de Bering. Et c'était elle, au fond, qui m'avait trouvé ce titre. Donc, elle était très ambivalente là-dessus, parce elle pouvait illustrer cette espèce de tendance soviétique au mensonge, et elle en était une analyste lucide. Oui, un peu comme Dostoïevski était un grand psychologue du mal, tout en étant plutôt méchant lui-même. Oui, ça c'est sûr. C'est peut-être une comparaison exagérée, mais à propos du Chrony, justement, dans le livre, c'est votre ami Girardet qui vous fait observer que le récit de ce qui ne s'est pas passé, mais aurait pu se passer, nous la pratiquons tous Bien sûr, bien à notre sûr. petite échelle. Comment cela? Bien, on passe Comment son temps, fait ça? on passe son temps à se dire, ah, si les choses s'étaient passées autrement, si j'avais rencontré telle personne à un autre moment, si tel inconnu qui m'avait absolument charmé dans l'autobus, j'avais eu l'audace de lui adresser la parole, et ben peut-être que ça aurait été la femme de ma vie, je ne le saurais jamais. Je veux dire, cette espèce de forme qu'on donne à nos regrets, à nos tentations, tout ça, je pense qu'on le fait tous au jour le jour, plus ou moins. Bien sûr, ça dépend des caractères. Il y a des caractères qui sont plus imaginatifs et par conséquent, je dirais, qui ont plus des antennes pour les espèces de, d'infinité de mondes possibles qui auraient pu exister à la place de notre monde. Il y a des gens qui sont un peu plus, comment dire, un peu plus bas de plafond, alors donc ils n'y pensent jamais. Et peut-être que c'est sage de n'y penser jamais. Mais il y a quand même des gens qui sont voilà, très sensibles à ça. Les gens qui font de la littérature se recrutent pas mal parmi ceux-là, je pense. Bah, justement, j'allais vous demander, dans ce panorama où au niveau collectif, historique, on réécrit l'histoire et puis on le fait aussi à petite échelle, je me demande quel est votre rôle ici en tant que romancier? Je veux dire, est-ce que c'est de rétablir une sorte de vérité, si tant est qu'elle existe, ou est-ce que c'est simplement d'ajouter une nouvelle réécriture? Est-ce que finalement, je suppose que la vraie question est celle-ci. Quel est votre rapport à l'idée de vérité dans tout cela? Alors, c'est vraiment une question. Euh, Il y a une phrase que j'adore, après vous avoir cité celle de Chateaubriand, c'est la phrase de Kafka qui dit: Je suis très ignorant, la vérité n'en existe pas moins. Euh, alors, j'ai l'impression d'être quelqu'un qui aspire très très fortement à la vérité, ce qui veut dire, ça veut dire, c'est quoi la vérité? C'est pas la vérité factuelle, c'est tout, mais
c'est pas une espèce de rapport de vérité au monde, et que je suis euh, assez empêtré dans une espèce de, comment dire, presque de généalogie, de mensonges, de choses comme ça. Ceci expliquant peut-être cela, si vous voulez. Mais en tout cas, cette notion de vérité, dont je ne sais pas très bien ce qu'elle recouvre, elle est centrale dans ma vie et dans ce que je fais comme écrivain. Alors, dans ce que je fais comme écrivain, en réalité, ça se confond avec la sincérité. La sincérité, c'est pas la vérité. On peut parfaitement être sincère sans être vrai le moins du monde. Euh, Mais c'est déjà l'aveu moi, de l'ignorance. oui, c'est ça. En tout cas, disons que moi, la sincérité dans ce que j'écris, surtout quand j'écris à partir de soit de ma vie, soit de choses qui me sont proches, c'est comme une espèce de minimum syndical, quoi. Ça, je m'efforce à ça, je m'efforce à. Mais Mais ça veut dire, mais en même temps, je suis très certainement, comment dire, le jouet de mes propres, de mes propres ignorances, de mes propres incompréhensions, tout ça. J'essaye malgré tout comment dire, de percer cette couche-là. Mais j'ai bien conscience que oh, je suis pas moins armé qu'un autre pour ça, hein, mais, euh, mais c'est une tâche à peu près infinie. Ça, cette dernière phrase, je la vois bien dans la bouche de Kafka, justement. Mais Oui, bien sûr. une dernière chose à propos de l'Uchronie, vous parlez, vous la mettez en rapport avec Philippe Dick. Vous dites Oui. que le monde de Philippe K. Dick est devenu la description la plus exacte du nôtre. Et c'est vrai. Vous Ah, le ça me paraît une remarquez évidence, aussi. ça me paraît une Des, évidence. des, des- Et je veux dire, même des personnages comme Trump ou Musk, c'est totalement des personnages de Dick, quoi. Là, on est dans. Non, et puis cette espèce de disparition totale du réel sous ses représentations, ces vérités. Quand même, Trump, il a quand même, enfin, théorisé, si on peut utiliser ce mot pour lui, mais ces vérités alternatives, ces faits alternatifs qui sont Non, je suis frappé. Dick est mort en 82. Alors, il y a eu ensuite, avant que cette réalité ne devienne aussi évidemment dickienne, il y a eu une certaine, comme s'il y avait une espèce de sillage de Dick avec par exemple, Matrix. Je pense que la Matrix, qui a tout de même été dans la culture populaire quelque chose d'extrêmement important, et donc je pense que là, c'est vraiment inspiré de Dick, quoi. Et je pense que c'est presque ce qui fait le chaînon manquant entre Dick et la réalité dans laquelle on est aujourd'hui. Oui, et je pourrais ajouter quoi que ce soit potentiellement entrer dans un terrain explosif, mais allons-y quand même. Dans la théorie du genre, le gender theory, il y a aussi un petit peu ce côté dites que le noir est blanc et le blanc est noir. Et par exemple, vous voyez quelqu'un qui est manifestement un homme, mais dans certaines circonstances, vous êtes forcé de dire que c'est une femme ou l'inverse. Euh, et est-ce que c'est dickien ça aussi? Est-ce que, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, j'avais pas pensé à cet exemple. Je pensais aussi au fait que, d'ailleurs, même tout le mouvement, enfin, tous les espèces d'idéologues qui sont derrière le MAGA, c'est des gens qui sont nourris, enfin, de la pilule bleue ou de la pilule rouge, quoi, complètement, qui nous Oui, disent, oui. nous, on vous apporte la pilule rouge. Tous les mecs, genre Curtis Yarvin, ou Peter Thiel, ou tous ces types-là, c'est intéressant comme pensée, c'est une pensée assez effrayante, mais qui a je pense, une application dans la réalité qui risque même de survivre à Trump. Enfin bon, j'en sais Sûrement. rien, hein, j'en sais rien. Mais disons, là, j'ai l'impression aussi qu'on est dans Dick.
Et la guerre en Ukraine, Emmanuel, vous dites que c'est de tous les événements historiques dont vous avez été témoin, aucune vous a autant passionné, et cela se comprend par vos origines russes. Mais est-ce que c'est l'enjeu historique lui-même, c'est l'affaire personnelle? Qu'est-ce qui vous a tellement passionné Non, c'est là-dedans? malgré tout. Enfin, bien sûr que l'enjeu historique est important parce il est aussi européen, c'est-à-dire que ça nous concerne, je pense, vraiment directement. Euh, mais parce que je pense que quand même les Ukrainiens, c'est notre barrière, quoi. Mais au-delà de ça, il est certain qu'il y a une dimension intime, personnelle, quelque chose qui est lié. euh, à la représentation de la Russie qui a eu tellement d'importance pour moi dans ma famille et tout, c'est sûr que la guerre en Ukraine, enfin tout ce qu'il y a autour de la guerre en Ukraine a beaucoup altéré, modifié le visage de la Russie pour moi. Pas pour le meilleur, hein, vraiment. C'est comme s'il y avait une dimension que j'avais au fond très, très minimisée par une espèce de... Parce qu'au fond, j'avais du goût pour l'espèce, vous voyez, de culture de l'excès, de choses comme ça, qui est celle de la Russie, et qui me la rendait très, très séduisante pendant les années où j'y suis beaucoup allé, et aussi dans la lecture des grands écrivains russes, tout ça. Certains faisant exception, justement, c'est une des choses merveilleuses de Tchekhov d'être totalement étranger à ça, d'être alors là, euh, mais Oui, c'est l'écrivain normal parmi les Russes. oui, 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 quelqu'un qui est totalement dépourvu d'hystérie. C'est C'est vrai. ouais, 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 mais ça a modifié aussi, en fond, par contre-coup, ça m'a aussi amené à, euh, à m'intéresser à la Géorgie, dont exactement à l'image de ma mère, je me foutais pas mal. Parce que par exemple, cette dimension, au fond, on m'aurait dit que l'Ukraine ou la Géorgie, par rapport à la Russie, étaient des pays colonisés, ça m'aurait paru, ouais, enfin, ça m'aurait pas paru aller de soi. Au fond, évidemment que si. Et en plus, ça fait partie de mon histoire. Ce que je veux dire, c'est que mes arrière-grands-parents, c'était, du côté géorgien, c'était typiquement des intellectuels de pays colonisés, c'est-à-dire des gens courageux, vaillants, qui se battent pour parler leur langue, pour résister à une puissance coloniale. Mais en même temps, mon grand-père, le malheureux Georges dont on a parlé, tout géorgien qu'il était, il a pris entièrement le, le parti, en épousant une aristocrate russe, de la puissance coloniale. Et ma mère aussi, qui était totalement, enfin, qui aimait la Russie et qui n'avait absolument rien à foutre de la Géorgie, qui était pourtant, elle portait un nom géorgien. C'est un drôle de rapport qui s'est joué là, de même que ce qui s'est joué entre ma mère et sa cousine Salomé, qui sont voilà, deux femmes, enfin, elles ont 20 ans ou 25 ans d'écart, mais pareil, méritocratie républicaine, tout ça, et il y en a une qui se retrouve du côté de la Russie, une autre du côté de la Géorgie, et même du vivant de ma mère, elles s'aimaient beaucoup, hein, il y avait vraiment de l'affection entre elles, mais elles étaient tout de même totalement opposées. Ma mère, malgré tout, très indulgente à Poutine, et surtout considérant que l'espèce de combat de sa cousine pour la liberté de la Géorgie, tout ça, c'était un peu un combat perdu d'avance, et puis en plus, qui concernait un petit pays folklorique qui n'avait au fond rien à gagner à se détacher d'un grand pays et d'une grande civilisation. Oui, et Ah une ben, langue disons, tellement. dans tout ça, il y a à la fois quelque chose qui est objectivement profondément intéressant et important, et puis enfin, des enjeux intimes et familiaux dont j'ai vraiment pris conscience au cours de ces années, enfin vraiment à partir de 22, du printemps 22, où c'est vrai que c'était une espèce de hasard étonnant de me trouver à Moscou pour le début de la guerre. Au fond, moi, j'ai commencé ce livre avant la mort de mes parents, euh, en me disant que j'essayais d'écrire un livre là-dessus, quoi, d'essayer d'écrire un livre sur la Russie, sur la Géorgie, sur mon rapport à ces pays. Je pense, tout ça, c'était.
Donc j'avais commencé à faire des reportages, des choses comme ça, donc je savais pas bien comment j'allais tirer parti. Et puis ensuite, quand ma mère est morte, il m'a paru évident que tout ça allait se fondre. Et ça s'est Et fait d'ailleurs très naturellement. quelle était en général l'opinion de vos amis russes sur la guerre? Bah, mes amis russes, pour la plupart, c'était quand même plutôt justement voilà, pas forcément des intellectuels, mais des gens d'un milieu éduqué, de grandes villes, tout ça, qui étaient donc très consternés par cette guerre, consternés et qui le sont toujours. Bon, beaucoup sont partis. Euh, Par ailleurs, je connais des gens qui sont partisans de cette guerre, de leur gouvernement, de Poutine, mais moi, ça fait un moment que depuis 22, je suis pas retourné en Russie, hein, donc je peux pas tellement dire. Vous n'êtes pas analyste politique, vous n'avez pas besoin de l'être, mais vous disiez tout à l'heure que l'Ukraine est quand même la défense de l'Europe face à la Russie. Vous y croyez, vous, un affrontement entre les forces de l'OTAN et la Russie dans Écoutez, l'avenir? les trucs auxquels on ne croit pas, je ne croyais pas non plus à l'invasion de l'Ukraine. On m'aurait dit, non, je pense qu'un tas de trucs auxquels on ne croit pas peuvent survenir. Voilà, et actuellement, je pense que le pouvoir russe est dans une espèce de logique qui, de notre point de vue à nous, est totalement folle. Permettez-moi pour finir, puisque cela fait presque une heure qu'on parle, Mais c'est permettez-vous. avec plaisir. Ah, et pour moi alors, hein. Mais quand même, je ne vois pas vous prendre trop de temps, mais j'ai souligné, s'il me fallait choisir une phrase ou un paragraphe dans votre livre, ce serait peut-être celle-ci, parce qu'elle est quand même étonnante. C'est quelque chose que vous dit votre ami Hervé à un moment, et il dit, tu écris un livre de piété filiale. Si tu ne Ouais. perds pas de vue cette piété, si elle est ta boussole, ce sera ton meilleur livre. Et je trouvais cela une idée surprenante parce que, vous le savez, dans la littérature moderne, on a plutôt tendance à admirer d'autres qualités, la férocité, la force, éventuellement la lucidité, mais on parle assez rarement de la piété comme d'une vertu littéraire ou artistique. Alors, qu'est-ce que cela peut apporter à un roman, la piété filiale? Bah, je veux dire, mon ami Hervé me faisait, en fait, il me citait ça, que c'est une chose qui revient tout le temps dans Confucius. On partageait un grand intérêt pour les penseurs de la Chine ancienne. Et moi, disons, moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais les taoïstes et Confucius, je trouvais ça, voilà, bourgeois, conformiste, emmerdant. J'ai un peu pris goût à lire Confucius. Je vous raconterai pas que je lis Confucius toute la journée, hein. Mais et disons qu'il y avait certaines choses qui me paraissaient en effet conformistes, tout ça, que je vois d'un œil différent. Et c'est là que quand Hervé me parle de piété filiale, c'est vrai que dit comme ça, la piété filiale, ça a pas l'air d'être quelque chose de très sexy. Euh, mais au fond, tout de même, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre, c'est peut-être de faire une espèce de petit monument, de petites pierres tombales, et que ça devait être guidé par une espèce de bienveillance, de façon de voir aussi ce qui a été. euh, je cite un autre truc à un endroit qui est pour moi bizarrement, pour moi c'est la chose finalement me plaît le plus dans ce livre, c'est à un moment où je dis que autrefois, dans des temps qui nous paraissent très très inimaginables, enfin qui étaient, au fond, les gens se disaient, eh ben, on arrive après sa mort devant Saint-Pierre, et puis on va savoir si on va être admis au paradis ou si on va aller en enfer ou au purgatoire. Et puis on disait, eh ben, écoute, regarde Saint-Pierre,
t'es un pauvre type merdeux, pêcheur, ne faisant que des conneries, ayant fait du mal à tout le monde, tout ça. Mais j'ai été aussi un peu ça, c'est-à-dire que je ne sais pas, une espèce de visage d'enfant, une espèce de candeur, de quelque chose comme ça qui a existé. Et c'est ça qui mérite d'entrer. Euh, et au fond, même si j'ai raconté sur ma mère, sur mes parents, des choses pas très sympas, pas très agréables, malgré tout, j'ai essayé de montrer un peu ce visage-là. Voilà. Je comprends tout à fait. Pour paraphraser la fin de l'éducation sentimentale, c'est peut-être ce que nous avons eu de meilleur, Ouais, ouais, non? ouais. C'est peut-être ce que nous avons eu de meilleur. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon, écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup. C'est un privilège de vous parler. Permettez-moi encore de vous remercier, comme disait Borges, des heures de bonheur que j'ai passées avec votre roman. Et vous venez en Argentine, j'ai Je vais entendu, venir en ou... Argentine en octobre ou fin septembre. Enfin, voilà. Et Eh bien, maintenant, il faut que vous me racontiez comment vous avez interprété ma malencontreuse disparition, qui est simplement un oubli. C'est que je n'avais pas noté, et le résultat, c'est que voilà, je vous ai fait faux bon, ce qui n'est pas dans mes habitudes. non, mais je vous en prie. Comment je l'ai interprété à la manière des gens narcissiques, parce qu'il n'y a pas que vous. C'est-à-dire, je me suis dit que c'était sûrement de ma faute. Et j'ai passé des jours à me demander ce que j'avais pu vous dire, qui était peut-être offensant ou je ne sais quoi. Et bon, évidemment, c'est tout aussi insensé que de faire le contraire, de penser du mal de vous. Mais rassurez-vous, Bon, je, je- je suis rassuré. Et quant à moi, je peux vous dire que je souscris absolument aux propos extrêmement chaleureux de Michel Houellebecq à votre sujet. c'est gentil et franchement, les deux des écrivains français que je lis depuis que j'étais étudiant à la Sorbonne dans les années 80, et deux des écrivains que j'ai le plus admirés, d'entendre cela, c'est vraiment énorme pour moi. Donc, je vous remercie. J'espère vous croiser quand vous viendrez. En tout cas, j'irai Oui, ah bah oui. sûrement Vous écouter. vous habitez